Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la réussite de l'audit de surveillance et de renouvellement. Ce webinaire est consacré aux managers d'organismes de formation certifiés ou qui souhaitent s'engager dans un processus de certification Calliope. Première question avant de débuter la présentation, pour m'assurer que tout le monde est dans de bonnes conditions. Quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à passer par le chat pour m'indiquer votre retour. Alors, 10 sur 10 pour Rudy, parfait pour Philippe, Yanis également. Voilà, je vois que c'est parfait pour Julie aussi. Merci pour vos retours, c'est bon signe, donc on peut passer à la suite, avec notamment la présentation des gestes succès pour assurer un webinaire réussi, qui sont au nombre de 4. Pour les participants habitués de nos webinaires, ce ne sera pas une découverte pour ces gestes-là, mais en tout cas, on fait ce rappel pour fluidifier l'animation, la compréhension de tous, surtout pour les nouveaux. Donc, premier geste, merci de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Deuxième geste, utilisation du chat, donc comme vous êtes en train de le faire pour vous souhaiter le bonjour, bonjour à vous, bienvenue. Prenez place pour ce webinaire. Donc, un premier onglet qui est prévu sur l'interaction, donc répondre à nos questions et aussi interagir entre vous, puisque l'objectif est aussi que vous puissiez vous mettre en relation au travers de ce canal. Et deuxième onglet, donc à différencier dans son usage, onglet questions. Donc, comme son nom l'indique, nous faire part de vos interrogations sur la thématique de la surveillance et du renouvellement. On prendra du temps pour traiter ces questions lorsque les slides vont faire le lien avec vos questions et sinon on reviendra à la fin lors de de la séance de questions-réponses. Et enfin, quatrième et dernier geste, la concentration. Concentration sur la voix des intervenants, mais aussi le support de présentation pour augmenter votre compréhension et vous permettre un meilleur suivi de la présentation. Alors, je laisse la parole à Fabrice Tirel pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Thomas. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir intervenir sur ce sujet ô combien important de l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc moi, je suis Fabrice Tirel, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle RelTeam, qui a été créée en 2019 et nous sommes acteurs principaux sur la certification Calliope avec plusieurs casquettes, notamment la partie accompagnement, conseil et mise en place et digitalisation de la démarche Calliope, mais également une casquette d'auditeur, puisque nous intervenons avec mon équipe sur la certification Calliope auprès de plusieurs certificateurs. Et nous sommes déjà un petit peu en avance sur les nouveaux textes, puisque nous sommes tous deux avec Elodie auditeurs certifiés officiellement par AFNOR Certification pour le métier d'auditeur Calliope. Donc, voilà, et j'ai plaisir à être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. J'interviens donc au nom de mon entreprise, RedTeam, que vous pouvez retrouver facilement d'ailleurs sur LinkedIn et sur Internet. Et je ne suis pas salarié d'ICPF. Je tenais à vous le préciser pour qu'il n'y ait pas de mélange et de conflit d'intérêts. Merci Fabrice pour cette présentation, pour rappeler le contexte du webinaire. Pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel. Je suis présent dans l'équipe ICPF depuis 2021. J'ai pu, au cours de ces différentes années d'expérience, acquérir une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle de par l'animation de ces webinaires, comme je peux le faire aujourd'hui. L'échange avec des acteurs comme Fabrice, que j'ai pu rencontré il y a quelques années déjà au cours d'un ICPF Networking. Donc, c'est assez amusant de se retrouver aujourd'hui lors d'un nouvel événement qui cette fois-ci est digital. Mon rôle aujourd'hui, celui d'animateur, donc présentation du support et intervention aussi sur la thématique de la surveillance et du renouvellement. Alors, la présentation du jour va se diviser en 5 parties, notamment utile pour les personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui ICPF, une présentation de ICPF en tant qu'organisme certificateur. Deuxième partie, présentation de l'après Calliope. Que se passe-t-il une fois que la certification est obtenue? Troisième partie, la thématique de la surveillance et du renouvellement, la planification et la réalisation des audits. Quatrième point sur les indicateurs audités. Et enfin, cinquième
temps sur les questions et les réponses en fonction du flux de questions qui va nous arriver. D'ailleurs, je vous informe que dans le canal questions, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. On pourra d'ailleurs trier ces questions par ordre de priorité, par vote, et vous délivrer les réponses en fonction de cet indicateur. Pour démarrer sur le support présentation donc, de ICPF, organisme certificateur. Donc, nous sommes aujourd'hui, le leader sur la certification Qualiopi en termes de nombre de, certifiés Qualiopi avec plus de 5 800 organismes, qui font, partie de notre écosystème avec également 1 200 professionnels indépendants qui vont compléter ce réseau, sur une autre démarche de certification qui est la certification pro, en tant qu'indépendant, en tant que personne physique. Donc cette, expertise, est présente depuis 1995. Nous avons, dans, nos membres de salariés, des personnes qui, se dédient uniquement à la formation, hein. C'est la vocation du CPF, être présent uniquement sur ce secteur-là, qui est le vôtre. Le troisième point, c'est la démarche, les démarches qui sont facilitées au travers de la plateforme Noé qui, vous permettent, d'inscrire votre démarche de certification sur une plateforme digitale, donc en passant par la demande de certification, la planification de l'audit, la préparation de l'audit même, l'obtention des certificats et le déroulement des audits à venir, en l'occurrence surveillance et renouvellement. L'une de nos, spécificités, l'une de nos forces, c'est, l'équipe, qui se compose aujourd'hui de 40 salariés, presque à moitié composée, d'auditeurs. Donc ça, c'est l'une des, de nos forces, c'est qu'on a souhaité internaliser l'activité d'audit, ne pas faire uniquement appel à des auditeurs sous-traitants pour avoir un meilleur management de cette activité, de suivi, de la satisfaction auprès de nos certifiés. Le quatrième point, c'est le service client. Donc nous avons, au travers de la plateforme Noé et de nos sites internet, l'accès à une messagerie en ligne qui vous permet, de poser vos questions, d'avoir des explicitations sur les critères et aussi une traçabilité, de vos demandes. Donc voilà comment se compose aujourd'hui, l'équipe ICPF après, 30 ans, de présence sur le secteur de la formation professionnelle. Ce sera d'ailleurs l'occasion de fêter notre anniversaire cette année, heu lors d'un ICPF Networking qui est prévu le 25 septembre, pendant lequel j'espère vous retrouver nombreux. Donc je sais que Fabrice, sera présent. On va se retrouver à l'occasion et j'espère en retrouver une partie d'entre vous que je n'ai peut-être encore jamais rencontrés, lors de cet événement. Alors avant d'avancer, sur la thématique, heu, de la certification Qualiopi au travers de la surveillance et du renouvellement, je vais utiliser l'escalier de la qualité pour vous permettre de vous situer dans la démarche et aussi, nous en tant qu'intervenants, savoir où vous en êtes dans ces étapes. Alors l'escalier de la qualité aujourd'hui, se compose de 5 marches plus un rez-de-chaussée. Pour cela, s'engager dans l'escalier de la qualité, le parcours commence par l'obtention d'un numéro de déclaration d'activité. Alors, on a d'ailleurs eu, en échangeant avec, Fabrice, avant le webinaire, le rappel de ce décret qui a été publié ce matin sur, de nouvelles mesures applicables à l'obtention du numéro de déclaration d'activité, notamment pour, les, auto-entrepreneurs avec, voilà, des changements qui sont apportés à partir de demain. Une fois que ce numéro est obtenu, vous êtes officiellement reconnu en tant qu'organisme de formation par le ministère du Travail et deuxième étape, deuxième démarche, c'est l'obtention de la certification Qualiopi. C'est aujourd'hui une, marche qui est obligatoire pour accéder au financement, mais qui demain sera, aussi nécessaire, pour, exercer d'autres types d'actions de formation qui ne seront pas forcément en lien avec des financements. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un standard pour être reconnu comme un acteur de la formation professionnelle. Troisième marche, c'est le CPF, qui, peut être perçu comme, l'objectif ultime pour certains organismes du fait, de l'accès à ce financement complémentaire qui peut être possible avec la certification Qualiopi, en fonction, de la catégorie d'action sur laquelle vous êtes, notamment avec, le CPF, vous pouvez accéder, via du bilan de compétences ou de la VAE et donc ce sont des démarches qui vont être plus simples en termes d'administratif,
Et après, il est possible d'y accéder au travers d'actions de formation, mais cela va demander des démarches complémentaires comme le fait d'enregistrer votre offre sur EDOF ou d'avoir un partenariat avec un organisme qui aurait déjà ces formations d'enregistrer sur la plateforme. Donc là, on parle dans un premier temps de l'accès au financement. Ensuite, il y a un aspect différenciation, puisque aujourd'hui, Calliope n'est pas suffisant pour arriver à se différencier sur le marché. Il est suffisant pour exister, mais pas assez pour se différencier à tous les niveaux. Pour se différencier, il existe deux démarches supplémentaires. La certification pro pour valoriser son expérience en tant que personne physique. Et la cinquième marche est celle de la certification ISO 9001 ou 21001 pour développer votre système de management de la qualité. Alors, vous avez un premier sondage qui est arrivé par rapport à cette présentation, donc sur l'escalier de la qualité. Où en êtes-vous? En êtes-vous plutôt à la marche 1 sur, le numéro de déclaration d'activité, à la marche 2 en tant qu'organisme certifié, 3, 4 ou 5, sur votre démarche? Alors pour l'instant et sans surprise, nous sommes, en présence majoritaire d'organismes certifiés Calliope à hauteur de 70, 25 présents sur la marche du CPF, 5 sur la marche du NDA. Alors ces résultats vont évoluer au fur et à mesure. Merci pour, vos retours. Peut-être un 1er commentaire, Fabrice, sur cette répartition en termes, de démarche qualité? Bah oui, c'est pas une grosse surprise puisqu'on est en train de parler ensemble de l'audit de surveillance et d'audit de renouvellement. Donc, ne sont concernés par ce sujet-là que ceux qui ont passé l'audit initial. Donc, ta réflexion sur la non-surprise est tout à fait pertinente. Après, effectivement, les marches que l'on va pouvoir franchir par la suite vont dépendre un peu de notre stratégie. Le CPF n'est pas forcément accessible à tout le monde si on est très B2B. Et effectivement, on pourrait aller aussi sur la quatrième marche, mais arriver à la Calliope avec tout ce que cela entraîne et les évolutions, ça peut être déjà quelque chose de difficile. Donc voilà, c'est je dirais un bon mi-parcours. Merci Fabrice pour, ce retour. Alors j'ai 2 premières questions, une qui est arrivée dans le chat et l'autre qui est arrivée dans l'espace questions. Alors concernant la question de, Julie, qui demande des précisions sur la démarche de certification pro. Alors, la démarche ICPF Pro, c'est une démarche que nous sommes les seuls à proposer chez ICPF. C'est notre propriété. Donc, c'est d'ailleurs comme cela que ICPF a vu le jour. C'est avec ce référentiel il y a 30 ans, qui initialement a été créé pour permettre à une formatrice indépendante de remporter un contrat auprès d'un client grand compte qui, à l'époque, lui demandait des preuves de justifier de sa qualité. À l'époque, il n'y avait pas de démarche qui existait pour la personne physique. Donc, c'est dans ce cadre-là que ICPF Pro a été créé. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 certifiés sur cette certification qui sert à se différencier en tant que personne sur un niveau d'expérience. Donc, à partir de 1 an d'expérience jusqu'à 20 ans, donc, où là, vous pouvez vous positionner en tant qu'experte sur un domaine d'activité et faciliter votre démarche commerciale. En tout cas, c'est ce que remontent nos clients. C'est que vous pourrez justifier vos tarifs, justifier votre expertise, votre maîtrise dans un domaine où vous voulez vous différencier par rapport à un confrère qui aurait une activité proche de la vôtre. Et autre question qui a été posée par Alexandra, donc concernant l'accès au CPF. Donc en effet, l'accès au CPF se fait par des formations certifiantes si vous êtes uniquement sur la catégorie des actions de formation. En revanche, vous pouvez accéder aussi au CPF au travers d'autres catégories, comme le bilan de compétences ou la VAE. Et donc pour cela, il faut déjà exercer ces types d'actions et surtout avoir réalisé un audit d'extension sur ces catégories pour pouvoir les intégrer au périmètre de certification Calliope. Alors, on avance sur la présentation. Hein, déjà, au travers de l'escalier de la qualité, on fait le focus sur la certification Calliope, puisqu'on va avancer sur les étapes qui vous intéressent aujourd'hui, celle de la surveillance et du renouvellement.
Il faut voir le début, de cette étape comme un ensemble. Une fois que l'organisme est certifié, il rentre déjà dans cette étape de surveillance et de renouvellement. C'est-à-dire qu'il, remet un peu en jeu tous les jours sa certification, de par l'utilisation qu'il va en faire et de par, les actions qui vont, être déroulées au quotidien, en formation. Plus précisément, lorsqu'on parle d'audit, l'audit de surveillance, cela va commencer à partir du 14e mois jusqu'au 22e mois. Donc ça, ce sont les périodes de planification des audits et on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, l'audit est planifiable un peu plus en amont, c'est-à-dire que, il y a une période à la partir de laquelle vous pouvez déjà demander une date sans forcément commencer à le réaliser. Ensuite, une fois que l'audit est réalisé de surveillance, qu'il est réussi, donc la certification est maintenue. Plus tard dans le cycle de certification, vous retrouvez l'audit de renouvellement, qui celui-ci intervient entre le 25e et le 36e mois de la certification et qui permet de partir sur un nouveau cycle de certification et donc on est, sur, une roue. Heu, le début commence avec, la certification initiale après l'audit. À mi-parcours, audit de surveillance et enfin pour repartir sur cette boucle, renouvellement. Donc vous aurez, entre, à peu près tous les 14 mois, un audit, soit de surveillance, soit de renouvellement pour assurer le maintien, de la certification. Et avec ICPF aujourd'hui, en termes de volume, nous avons réalisé plus de à peu près 4 500, audits de surveillance et presque 3 000 audits de renouvellement. Donc ça s'équilibre, puisque, comme on est sur un cycle, les audits de surveillance vont finir par repasser par la boucle et ainsi de suite. Donc ce qu'il y a au centre de l'écran, c'est une, spécificité et même une force de ICPF, c'est le maintien de la certification par la redevance. Cette redevance permet de financer Heu, l'audit en partie, pas que, hein, c'est aussi le maintien du service du CPF et tous les ans, vous aurez donc, cette facture à régler pour assurer le maintien de la certification, la planification et la réalisation des audits. C'est un modèle qui est ajustable en fonction, heu, du périmètre de votre certificat, de l'organisme et qui va évoluer selon 3 critères. Le premier critère, c'est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser en formation. C'est notamment un élément qui permet d'évaluer la durée de l'audit. Le nombre de sites, sur lesquels vous avez du personnel permanent et une activité de formation. L'autre point, c'est les catégories. En fonction du nombre de catégories, la durée des audits va évoluer et puisque la redevance est calculée par rapport à la durée des audits, cette facture peut aussi être réévaluée à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de votre activité. Et enfin, l'autre élément, c'est concernant le statut de nouvel entrant, puisque lorsque vous vous engagez aujourd'hui dans la certification Qualiopi, en tant que nouvel entrant, vous avez une durée d'audit de surveillance qui va être, augmentée de 0,5 jours, pour, reprendre l'ensemble des éléments. Alors j'ai, d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Je vais en prendre, une, question de Victoria. Heu, alors non, c'est pas une question, je voulais en prendre une autre, mais je vais la traiter quand même. Victoria demande si on peut agrandir la présentation. Alors en tant que participante, vous avez, la possibilité d'agrandir, les fenêtres, du webinaire, soit, celles des intervenants, soit celles de la présentation et donc si vous souhaitez agrandir cette fenêtre-là, vous survolez l'écran de la présentation et en haut à droite, vous avez 2 flèches, qui se croisent, pour agrandir l'écran. Alors la question que je voulais traiter en priorité, c'est celle de Laurence qui demande, si, l'audit de surveillance s'effectue à distance comme le pré-audit? Fabrice? Alors, bah, c'est une très bonne question car, dans les textes officiels, l'audit de surveillance, est prévu, maintenant qu'on est sorti de la crise sanitaire, est prévu d'origine en distanciel. Mais, pour des questions qui regardent le certifié, il peut, si ça lui paraît plus adapté, demander à son organisme de certification de bien vouloir faire l'audit sur site. Mais donc la pratique, c'est plutôt à distance et sur demande sur site. Donc les 2 sont possibles, en sachant que dans les textes que nous avons parcourus,
sur les nouveautés qui nous attendent sur Calliope, l'audit à distance est remis en question. Mais à l'heure actuelle où on se parle, et au moment du webinaire, l'audit de surveillance se fait majoritairement à distance. Tout à fait. Une question, de Anaïs cette fois. Si on veut ajouter un site, il vaut mieux, soit le faire lors du renouvellement ou, enfin, lors du renouvellement, faire une demande d'extension ou recommencer le cycle avec un audit initial, mais sur tous les sites souhaités. Hum, Bah là, je dirais qu'on peut répondre à deux, mais de mon point de vue, rien n'empêche de le faire en cours de cycle. Il Mmh. faut faire une demande et on ne va pas repartir sur tout un initial ou refaire tout parce qu'on rajoute un site. Non, il faut venir le mettre dans le périmètre. En revanche, je vois une petite nuance, c'est si le périmètre initial était déjà multisite, bah, c'est une simple incorporation de site. Donc, pourquoi pas? Ça se fait assez facilement. En revanche, si le premier certificat couvre un monocyte et qu'on devient dans les mois qui suivent ou les années qui suivent un multisite en rajoutant par exemple 2 ou 3 sites, ce qui est arrivé à un de mes clients il y a un peu de temps, à ce moment-là, ça remet en question parce qu'en fait, les modalités de la certification multisite sont un peu différentes de celles de monocyte. Et là, il faut repartir sur un nouveau cycle. De mon point de vue, mais je préfère que Thomas confirme ou précise ce que je viens de dire. Alors sur ce point-là, moi, j'aurais pas la compétence technique pour aller au bout de la question, mais ce que je vous recommande, c'est d'effectuer une demande, de certification sur notre plateforme et dans tous les cas, chaque demande, on effectue une revue de la demande sur laquelle, la direction technique intervient, et donc vous aurez, un retour sur, le fait de faire une extension soit dans le cadre du renouvellement ou soit de partir plutôt sur un audit initial pour ajouter, ce nouveau site dans le périmètre. Tout à fait. Merci Fabrice pour cette réponse. Donc je reprends la présentation, sur la planification et la réalisation des audits. C'est parfois un élément sur lequel, on peut avoir des ratés, du retard et donc il est important de bien garder ce timing en tête sur la planification des audits. Donc à commencer par la surveillance. Donc sur la surveillance, la date pivot qu'il faut garder en tête, ça reste la date d'obtention du certificat. Utilisez cette date ensuite pour identifier à quel moment vous pouvez commencer à planifier la suite, donc en l'occurrence l'audit de surveillance. À partir du 8e mois de l'obtention du certificat, vous avez une notification sur la plateforme Noé qui vous informe que vous avez la possibilité de planifier l'audit de surveillance. Cet audit peut se réaliser entre le 14e et le 22e mois pour assurer le maintien de la certification. Ensuite, une fois que vous avez obtenu, le maintien de la certification, vous pourrez vous projeter dans le renouvellement, en gardant tout de même en tête qu'il vaut mieux planifier l'audit le plus tôt possible puisque, la date de planification de l'audit et de réalisation ne va pas avoir d'impact sur la durée du certificat. C'est pas parce qu'on réalise l'audit le plus tard possible qu'on étend la durée du certificat. Ça peut même présenter des risques. On voit un premier risque qu'il y a sur la surveillance. Si vous tardez à planifier cet audit-là, vous vous exposez à un risque de suspension si, on n'a pas encore pu réaliser la revue du certificat, la revue de l'audit et prononcer le maintien. Il y aura un délai de carence pendant lequel le certificat ne sera plus, reconnu comme valide. Donc gardez en tête, ces dates-là, 8e mois pour commencer à planifier et 14-22 pour la réalisation. Une fois que vous entrez, dans, l'étape suivante, pour le renouvellement, les dates sont, du 25e mois, à partir du 25e jusqu'au 35e. Dans ces dates-là, vous pourrez planifier et réaliser l'audit jusqu'au 36e mois et toujours avoir en tête qu'il y a, heu, ce sujet de faire l'audit le plus tôt possible, puisque dans tous les cas, ICPF et c'est pareil pour d'autres certificateurs, ne rendra, disponible le nouveau certificat qu'à partir de la fin du premier cycle. Donc vous aurez les 2 certificats sur Noé, mais le second sera reconnu comme valable à partir, de la date, d'échéance du premier.
Donc il prendra le relais sur, le 1er certificat, il y aura une continuité entre les 2 cycles. Par contre, cette fois-ci, si, il y a un retard qui est pris sur la réalisation de l'audit, on parle plus uniquement de suspension, on parle de retrait de certificat. Donc là, c'est un problème qui aura davantage d'impact pour vous, puisque vous n'aurez pas la possibilité de retrouver un certificat valable. Vous devriez repartir sur un audit initial et recommencer, la démarche depuis le début. Donc vous perdrez en fait l'historique de certification. Il n'y aura plus la date de certification initiale de renseigner et donc ce serait quand même dommage pour votre activité. Donc ici, ce qu'on identifie, ça peut être des problématiques liées à la gestion du planning. Par rapport à ça, ICPF a mis en place 2 nouvelles options que vous retrouvez, au moment de la planification de l'audit. Donc vous avez notamment la possibilité de planifier un audit le week-end, donc le samedi ou le dimanche, pour, pouvoir vous concentrer sur, votre activité de formation en semaine. La possibilité de demander une planification urgente dans le cas où vous aurez besoin d'une date d'audit dans un délai inférieur à 3 semaines. Une assurance report si vous, pensez, avoir un risque sur le maintien de la date, vous souhaitez avoir, le confort de replanifier l'audit sans frais, c'est quelque chose qui est possible aussi. Un audit, de réactivation dans la mesure où vous auriez dépassé un délai de réalisation pour la surveillance ou le renouvellement, pour repartir sur un audit initial et qui là sera, avec, un coût, allégé et 2 offres, Pass Group et Pass Serenity. Donc ça, ce sont des offres qui englobent l'ensemble des offres de planification, donc avec un Pass Group notamment. Ce qui est possible de faire, c'est qu'en tant que référent qualité, heu, intervenant sur un groupe avec, plusieurs clients, plusieurs filiales, d'avoir une visibilité générale sur l'activité de planification d'un groupe et de comprendre dans cette offre-là, des planifications urgentes, des assurances report, et des remises aussi avec, d'autres certifications. Donc c'est un pack tout compris dans lequel vous pourrez bénéficier de confort supplémentaire sur la planification. En parlant de planification, on va y venir sur le parcours et avant de passer à cette partie, je vais prendre quelques questions sur, ce que vous me posez en termes de questions. Alors, une question posée par Victoire, est-il possible de changer le nom de son organisme? Fabrice. Alors, oui, c'est toujours possible de changer le nom de l'organisme, mais c'est assez technique, et puis il faut voir, ce qu'implique le changement de nom. Est-ce que c'est un changement de société? Est-ce que c'est un changement de statut? Bref, il y a plein de cas particuliers, mais dans la majorité des cas, on n'est jamais complètement, coincé. On peut toujours changer, le nom de sa société. Si c'est juste une dénomination, un nom, ça revient à demander à son certificateur de prendre note du changement et de rééditer le certificat avec le nouveau nom. Mais il y a des conditions, qui sont quand même assez pointues en lien avec le numéro de SIRET et ainsi de suite. Donc, bah, il faudrait étudier, les la question, dans un cas précis, mais d'une manière générale, oui, rien n'est impossible avec la certification. Mmh. Nous, en tant que certificateur, ce qu'on évalue, c'est, si, le changement de raison sociale n'a pas d'impact sur, le système qualité et lorsque vous ferez votre demande de modification, si, on constate que c'est simplement un changement de raison sociale et pas un changement de structure, de personnel ou autre, il n'y aura pas d'impact sur le certificat. Mais pour autant, on a besoin en effet, comme le dit Fabrice, d'être informé de ce changement puisque le certificat doit être mis à jour. Alors, question posée par Clélia: «Quel est l'ordre de prix par année pour un formateur indépendant?» Alors le 1er prix à prendre en compte, de ce que je comprends, vous n'êtes pas encore engagé dans la démarche de certification. Le 1er prix à prendre en compte, c'est le coût pour, l'audit initial, qui est en moyenne de 1 200-1 300 € avec ICPF. Ça comprend, les frais d'audit, donc 995 € la journée d'audit, plus, 195 € pour les frais techniques. Donc ça comprend, l'accès à la plateforme, les services du CPF, l'émission, le traitement et l'émission de la demande et ensuite,
À partir, d'1 an après l'obtention du certificat, on est à peu près à 150 € par an, pour assurer le maintien de la certification et la planification des audits à venir. Donc, voilà, 1 200 €, puis, 500 € par an pour, jusqu'à temps que vous souhaitiez garder, la certification. Il y a pas tellement de différence de prix entre formateurs indépendants ou organismes. C'est vraiment votre volume d'activité qui va, avoir un impact dessus. Donc en termes de chiffre d'affaires réalisé, en termes de nombre de sites, en termes de nombre de catégories. Et donc là, si vous êtes sur le premier niveau, à savoir avec la première échelle de chiffre d'affaires, un seul, ou pas de site et une catégorie, vous serez sur cette moyenne de 1 200 € à peu près. Hem, alors question, suivante, une remarque plutôt de Véronique: «Très étonnée que l'audit de surveillance peut se faire en distanciel dans la mesure où la date est planifiée sur fin janvier 2026 et j'ai commencé à payer des frais de déplacement de l'auditeur». Bah, écoutez, si, dans votre cas, je comprends que l'audit a été planifié, sur site, il aurait pu être réalisé à distance. Tout dépend de ce qui a été, de ce qui a été demandé, puisque lors de la demande de planification, vous avez la possibilité soit de demander à distance ou en présentiel, heu, dans ces cas-là. Est-ce que tu as un complément, Fabrice, sur la question qui était posée par, Clélia sur, l'ordre de prix pour un formateur indépendant? Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur, le coût, de la certification? Et bah, ce qui détermine le coût, c'est généralement, le temps d'audit. Il y a 3 tranches, possibles. Il y a les organismes qui font moins de 150 000 € de chiffre d'affaires, ceux qui font 150 000 à 750 000 et plus de 750 000. À chaque fois, le temps est différent, le temps est plus long, donc le coût est plus important. Donc ça, c'est une certitude. Et ensuite, dans une même tranche, c'est-à-dire, voilà, je dirais peut-être quelqu'un qui démarre son activité de manière indépendante, il est plutôt en grande généralité dans la première tranche, c'est-à-dire de 0 à 150 000 euros. Là, le temps d'audit minimum est de 1 jour. Donc le prix, bah, il est quand même assez facile à calculer. C'est toujours, voilà, on va dire en gros, mais je pense que les propositions d'ICPF sont peut-être les mieux positionnées pour être précis, mais en gros, on compte à peu près 1 000 euros. Voilà, c'est vraiment un ordre de grandeur, hein. Je ne m'engage pas sur un devis avec ce mot-là, mais pour avoir une ordre de grandeur, c'est ça. Un premier audit, c'est à peu près un billet de 1 000 € à mettre sur la table pour avoir la certification. Dans tous les cas, le plus simple pour avoir un coût précis, c'est de faire une demande puisque, chaque demande de certification est différente en fonction de votre activité et que, ce qui permet d'évaluer avec précision le coût, c'est de nous envoyer ces détails-là. Donc les demandes de certification, ne sont pas engageantes, elles sont gratuites sur la plateforme Noé. Donc c'est l'occasion pour vous de vous projeter un peu plus dans, ce parcours, de certification. Alors, on va en revenir sur, le support en termes de parcours justement, les étapes à franchir, pour planifier et réaliser l'audit. Avant de rentrer plus dans le détail de la préparation de l'audit, je vois qu'il y a, des questions qui arrivent sur le sujet, donc ce sera, Fabrice qui vous présentera plus en détail, au niveau des aspects techniques. Donc sur le parcours, pour arriver jusqu'à la planification, dans le cas, d'un certifié ICPF, la planification s'effectue toujours depuis la plateforme Noé. Donc, lorsque vous vous connectez sur le tableau de bord, vous avez, un encart qui apparaît en haut de l'écran, qui vous indique que vous pouvez planifier l'audit. Donc dans le cadre d'une surveillance, ce sera à partir du 8e mois et dans le cadre d'un renouvellement, à partir du 25e mois. Une fois que l'audit est planifié, en tout cas que vous avez fait la demande sur Noé, un chargé de planning est, est chargé de vous, envoyer une proposition. Donc en fonction, de la date, en fonction de la localisation de l'auditeur si, c'est fait, en présentiel et de la durée de l'audit. Ensuite, une fois que la proposition est acceptée, le but pour vous est de passer avec succès l'audit, et il y a une condition, qui peut se présenter dans le cadre, d'organismes qui souhaitent nous rejoindre, qui ne sont pas encore certifiés ICPF. Vous aurez besoin de compléter
Dans un premier temps, une demande de transfert pour permettre à SCPF de récupérer le certificat et ensuite de vous intégrer sur le parcours qu'on vient de voir, à savoir planification, proposition et audit au travers de la plateforme Note. En détail sur la planification, donc, lorsque vous arrivez sur le tableau de bord, c'est cet écran que vous voyez et l'encart que vous apercevez en haut, c'est celui qui vous permet d'effectuer la planification de l'audit de renouvellement. Cliquez dessus, vous serez ensuite renvoyé dans un formulaire dans lequel on vous demande des informations obligatoires pour assurer la planification de l'audit, en l'occurrence sur le type d'action que vous proposez, sur l'accès à des éventuelles actions certifiantes, le fait d'avoir des formations en alternance ou même d'avoir des formations en situation de travail. Une fois que ces informations sont complétées, vous arrivez sur l'étape 3, c'est-à-dire de demander, les dates qui vous, semblent les plus confortables pour vous. Donc renseigner une plage, assez large, donc ça peut être, 2-3 jours, voire une semaine et l'objectif, ensuite sera pour nous de vous proposer une date qui correspondrait à ces disponibilités. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des options, donc on les a vues, tout à l'heure avec, les passes, soit Serenity, soit Group en fonction de votre activité. Les assurances, pour la planification des audits ou encore l'option élaboration qui permet, la préparation de l'audit. Une fois donc que la demande est envoyée, elle est réceptionnée par un chargé de planning qui va, vous présenter la proposition. En fonction, de ce qui est convenu dans la proposition, il peut y avoir, des frais ou non en fonction, de la réalisation, soit à distance ou sur site. Et des changements qui auraient pu s'opérer dans votre activité. Une fois que, la proposition est signée, dans la mesure où vous avez, sélectionné l'option élaboration, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer l'audit avec cette option, qui correspond à un espace documentaire, un espace partageable et sauvegardé automatiquement dans lequel, vous retrouvez les indicateurs applicables à votre activité et un espace pour, apporter une argumentation et des éléments de preuve, pour vous organiser, jusqu'à l'audit. Une fois que ces éléments, sont préparés, donc vous avez, votre organisation, sous les yeux, activable le jour de l'audit à présenter à l'auditeur et dans lequel, au cours de cette journée, vous pourrez notamment retrouver d'éventuelles non-conformités. Donc par rapport à cette, journée, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la notion de non-conformité? Comment ça se passe en audit? Alors, je pense que notre auditoire est un petit peu familier avec ce sujet puisqu'on a une majorité de certifiés. Néanmoins, on peut rappeler quand même, 2 choses essentielles. C'est que Calliope, distingue 2 situations, une situation dite de non-conformité majeure et une, situation de non-conformité mineure. En termes de précision, c'est très important de comprendre que c'est pas qu'on a mal travaillé ou que c'est grave qui déclenche le fait qu'on ait une non-conformité majeure et que c'est moins grave ou que c'est petit, entre guillemets, un petit écart, la non-conformité mineure. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est le référentiel, et notamment dans le guide de lecture, où c'est déjà pré-établi que sur tel ou tel critère et tel indicateur, plus précisément, alors là, la non-conformité sera soit mineure ou majeure, soit majeure. Donc ça, c'est important que vous ayez cette distinction en tête. C'est en fait non pas guidé par la gravité, ni par l'auditeur, mais par le guide de lecture qui, lui, flèche directement, la «qualification» entre guillemets de la non-conformité, soit majeure, soit mineure. Ce que ça impose en termes de traitement, c'est quand même 2 choses, qui sont assez différentes, hein. La non-conformité majeure étant considérée comme impactant finalement un point très solide de Calliope, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, on a une obligation de remise en conformité sous un délai de 3 mois et donc il faut fournir à l'auditeur un plan d'action et une preuve que le plan d'action a déjà commencé à donner une un début d'efficacité, c'est-à-dire qu'il permet de démontrer que la non-conformité majeure peut être levée. Ça,
dans les 3 mois, avec donc une preuve d'efficacité. Lorsqu'on a la non-conformité mineure, le délai est plus long. On a jusqu'à 6 mois, même s'il faut envoyer le plan d'action sous un mois à l'auditeur. On n'est pas dans une obligation, je dirais, immédiate de montrer qu'on a corrigé, mais plus une intention de corriger dans un délai maximum de 6 mois. Donc, c'est un petit peu plus souple. Mais dans la pratique, ce qui est plutôt fait, c'est que dans les deux cas, on envoie un plan d'action et on essaye d'envoyer le maximum de preuves pour que l'auditeur soit rassuré et que les non-conformités se lèvent et que la certification puisse être prononcée. Merci, Fabrice pour ce retour et concernant le traitement des non-conformités, avec ICPF, il est possible, en tout cas, c'est pas qu'il est possible, mais on attend qu'il soit réalisé au travers de la plateforme Noé puisqu'on a un échange entre, l'auditeur, vous en tant que référent qualité et aussi le chef auditeur puisqu'il y a une revue du dossier qui est effectuée. Donc ça permet de simplifier les échanges, et les téléchargements des éléments de preuve complémentaires, le cas échéant. Donc concernant, les, indicateurs et les critères concernés pour, l'audit, hem, qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut projeter aujourd'hui un organisme dans la préparation de ces audits? Qu'est-ce qui est, vu en priorité, par, l'auditeur ce jour-là? Alors effectivement, on a, voilà, déjà pour que vous ayez en tête, quand même un 1er, point, je dirais, d'appui dans votre logique de préparation de l'audit de surveillance ou de l'audit de renouvellement, c'est que c'est quand même assez différent. Je dirais que c'est même très différent et que même s'ils s'appellent tous les 2 audit Calliope, la figure telle qu'elle va être présentée, faite, va être un petit peu différente. Déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 3 choses qui n'apparaissaient pas vraiment à l'audit initial. La première chose, c'est si on a eu des non-conformités, on vient juste d'en parler tout à l'heure, si on a eu des non-conformités, qu'elles soient majeures ou qu'elles soient mineures, la première chose que l'auditeur doit faire, ou en tout cas une des choses que l'auditeur va faire, c'est de vérifier que le plan d'action que vous avez annoncé et que j'ai illustré à l'instant, bah, il a été mis en place. Il a été mis en place, il est efficace et qu'on va pouvoir vraiment lever lors de notre audit toutes les non-conformités qui avaient été constatées précédemment. Donc c'est très important, c'est la première ligne sur le support que vous avez devant les yeux. Ensuite, il y a 2 autres nouveautés ou 2 autres différences, c'est que comme on a été certifié Calliope, on a eu le droit d'utiliser la marque de certification Calliope. Comme cette marque, elle est régie par un règlement très précis en termes d'utilisation, puisqu'il y a un règlement, un guide d'utilisation de la marque et un guide en termes de charte graphique d'utilisation de la marque Calliope. Il y a donc 2 documents qu'il faut maîtriser sur l'utilisation de la marque et du logo. Eh bien, on va vérifier que ces documents, qui sont des documents entre guillemets issus du premier audit, ont bien aussi été respectés et sont conformes. C'est-à-dire vos affichages sont conformes. Et troisièmement, il y a l'obligation d'afficher son certificat à 2 endroits, sur site et sur son site internet. Ce n'est pas un ou, c'est bien un et. Donc attention à bien lire. Voilà. Et dans les locaux, bien sûr, si on a des locaux, voilà, il faut afficher le site. Et en tout cas, sur le site internet, là, il faut que le site internet soit, pardon, il faut que le certificat soit parfaitement téléchargeable ou consultable. Voilà. Si on n'a pas de site internet, on pourra indiquer que sur simple demande, on peut transférer à un demandeur le certificat. Bon, généralement, on a des sites internet, mais ce n'est pas forcément une obligation. En tout cas, voilà. Mmh. Les 3 points vraiment clés qui sont reliés en fait au précédent audit. Et donc là, on parle plutôt de points communs qu'on aurait entre, la surveillance et le renouvellement. Mais si on s'intéresse maintenant, à la différenciation, quelle est la différence entre audit, de renouvellement et audit de surveillance? Alors, donc ça, effectivement, c'est le cœur de notre discussion. L'audit de surveillance, il est à mi-parcours, comme l'a dit Thomas tout à l'heure. Vous avez vu à peu près au 14e mois, 14e, 16e mois. Donc, il est à mi-parcours. Il est là pour faire une vérification. Mais donc, il a un côté un petit peu plus light. Donc, de ce fait-là, il a une durée un peu plus courte. C'est pour ça qu'ici, la durée minimum, elle n'est plus à 1 jour, mais elle est bien à 0,5 jours. Donc, ça va très vite. Comme on l'a vu tout à l'heure, il peut être sur place ou à distance. Je ne reviens pas là-dessus. Et en fait, on va regarder tout ce qui s'est passé. En tout cas, on va échantillonner des prestations de formation
qui se sont déroulées entre l'audit initial, celui d'avant, et le jour J, en essayant d'avoir une photo réaliste de la situation telle qu'elle est au moment où on fait l'audit. Donc, on va avoir la possibilité d'échantillonner 1, 2, 3, 4 formations pour se faire une idée de comment finalement tout ça a été mis en place en régime de croisière, entre guillemets. Et là, étant donné, comme vous l'avez compris, que le temps est plus court, et comme j'ai dit que ça allait très vite, évidemment, le périmètre des indicateurs Calliope qui vont être audités est légèrement différent que du périmètre initial. Donc là, vous avez la liste des indicateurs qui sont forcément audités. Comme pour tout à l'heure, pour les histoires de non-conformité, les textes officiels imposent les indicateurs Calliope audités, donc le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas la liste. Ceux-là ont été totalement définis par le législateur en disant à l'audit de surveillance, à minima, il y a ça. Pour nos collègues et amis qui sont dans des CFA, évidemment, le CFA, vous le savez, c'est le client parfait de Calliope, puisqu'ils ont 32 indicateurs sur 32 indicateurs possibles. Ce sont ceux qui ont le plus d'indicateurs à respecter. Donc là, on a la liste entre le 14, 15, 20, 29 des indicateurs supplémentaires qui vont s'appliquer au CFA. Et là, il y a une nuance très importante. Je tire votre attention. Je reviens sur la concentration dont parlait Thomas au tout début. Attention, attention, ceux qui ont été audités en tant que nouvel entrant. C'est-à-dire qu'à l'audit initial Calliope, on était dans la catégorie des nouveaux entrants, qui est souvent la catégorie de ceux qui lancent l'activité de formation. On passe sur les nouveaux entrants, c'est-à-dire on est tout frais dans ce métier d'organisme de formation, en tout cas dans son nouvel organisme de formation. On a eu un audit qui avait des petits allègements. Alors c'est assez technique, donc je ne rentre pas dans le détail. Mais gardez en tête que l'audit initial a fait l'objet de quelques allègements, tout simplement parce qu'au moment où on est un audit initial, on n'a pas forcément beaucoup de formations qui sont à notre actif, et donc on ne peut pas montrer toutes les preuves à l'auditeur Calliope. Donc sur certains indicateurs, on a plutôt montré des process, des embryons de preuves, mais on n'a pas pu montrer les preuves, voire il y a certains indicateurs qui ne vont même pas être audités à l'audit initial du nouvel entrant. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le même périmètre à l'audit de surveillance. Là, vous avez tous les indicateurs, quelque part, on revient sur l'ensemble des indicateurs, et non pas la liste qui est juste au-dessus, l'ensemble des indicateurs qui sont applicables chez vous, généralement 23, 24 indicateurs. Et donc, votre temps n'est pas d'une demi-journée, mais bien d'une journée. Donc, quelque part, l'audit, le vrai premier audit du nouvel entrant, c'est l'audit de surveillance. Le premier audit complet. C'est pour ça que je vous demandais la concentration, parce que c'est assez pointu et plutôt, j'allais dire, comment on dit ça bref, hein, voilà. Ça ne tombe pas sous le sens. Excusez-moi, je cherche un peu les mots. Voilà, c'est contre-intuitif. Voilà. Donc, ce n'est pas un audit allégé, l'audit de surveillance pour les nouveaux entrants. Il est allégé pour ceux qui n'étaient pas nouveaux entrants au début. Donc ça, il faut garder ça en tête. Si vous avez pigé ça, c'est impeccable. Thomas me demandait, c'est quoi la différence avec l'audit de renouvellement? Alors, l'audit de renouvellement, lui, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le renouvellement de la démarche. On est pratiquement sur le même audit que l'audit initial, pas pour les nouveaux entrants, pour faire la transition, on a un audit complet à nouveau, et là, c'est un audit, on repart sur le cycle de certification, donc on va tout revoir, et la grande différence, c'est que cette fois-ci, on n'a pas un petit échantillonnage de formation comme on l'avait à l'audit initial. On a 3 ans d'antériorité, et notamment, on a 18 mois par rapport à l'audit de surveillance. On a donc un fichier de formation, ou en tout cas un échantillon de formation à présenter à l'auditeur qui est beaucoup plus important. Et donc, on va choisir à nouveau un échantillon des formations qui ont eu lieu depuis l'audit de surveillance jusqu'à l'audit de renouvellement pour faire l'audit, cette fois-ci sur les pièces. Et là, il n'y a plus d'aménagement possible, c'est vraiment par rapport aux preuves. Et donc, il faut au moins, comme marqué le prérequis, avoir mis en œuvre une action depuis l'audit initial. On ne peut pas se faire réauditer, on ne peut pas avoir un Calliope vide de formation depuis 3 ans. Il faut qu'il y ait quand même au moins une autre action qui a pu être jouée, donc une formation, si on parle d'organisme de formation, qui a pu être jouée dans l'intervalle. Mais en règle générale, on ne fait pas Calliope si on n'a pas de formation. Donc, il y en a beaucoup. Donc, il y aura un échantillonnage assez important, et vous vous mettez d'accord avec l'auditeur sur l'échantillonnage.
Et donc si je comprends bien, la différence entre, surveillance, renouvellement, c'est, dans un premier temps, la durée, la localisation à distance, ou, sur site. Le périmètre de l'audit aussi en termes d'actions réalisées. Donc pour la surveillance, c'est ce qui s'est passé entre initial et surveillance, Oui, alors que pour le renouvellement, c'est entre surveillance et renouvellement, et qu'en du coup, en fonction de ces actions-là, on peut avoir des indicateurs ou critères qui vont changer. exactement, exactement. Voilà. Il y a plein de possibilités différentes pour l'audit de surveillance qu'on ne retrouvera pas à l'audit de renouvellement qui est plus, un audit, je dirais, complet. Partons du principe à un audit complet où on revoit tout et en régime de croisière. C'est exactement ça. Alors on a des questions un peu plus, pratiques, notamment une question de Julie qui indique, travailler à domicile et se demande comment elle peut recevoir, l'auditeur. Alors, c'est une bonne question. Donc, tout est possible, Julie, sur ce sujet-là. Vous pouvez le recevoir à domicile si ça ne vous pose pas de problème et si votre auditeur en est d'accord. Vous pouvez être dans un lieu tiers, chez un confrère, chez un collègue ou dans un, voilà, dans un coworking. Ça se fait aussi, bien. Bon, bah, voilà, bah, ça fait un peu de frais supplémentaires. Si on fait un coworking, il faut louer une salle. Voilà, ça peut être dans un lieu tiers autre. Il suffit de se mettre d'accord et de l'indiquer et de valider que la logistique, elle est OK pour vous et bien sûr pour l'auditeur et que tout le monde est d'accord. Mmh. Et l'autre possibilité aussi, ça peut être de les faire, dans les locaux du certificateur. Chez ICPF, on a des salles d'audit, dédiées, donc ce serait Parfait. un plaisir de vous accueillir dans nos locaux, condition que vous soyez, proche ou, que vous souhaitiez faire le déplacement à Levallois. Alors on a des questions aussi sur, la partie, accompagnement, conseil. J'en avais repéré une que je n'ai plus sous les yeux. Une personne demandait, enfin qui indiquait avoir été sollicitée par un coach qui, voulait lui proposer un audit blanc et demandait si SCPF proposait ce type de prestation. Alors nous proposons en effet des audits blancs, on les appelle pré-audit dans nos options, donc c'est un entraînement à l'audit qui va se faire en amont de l'audit initial, pour vous exercer, surtout si c'est la première fois que vous faites un audit, ce sera l'occasion de, voir, l'attendu. En revanche, le pré-audit peut se faire uniquement avant l'audit initial. On ne pourra pas vous le proposer avant l'audit de surveillance ou avant l'audit de renouvellement. Si, dans ce cas-là, la certification KLEP est déjà obtenue, il vous faudra vous tourner vers, hem, un prestataire qui peut vous proposer un accompagnement ou du conseil. C'est le cas de l'entreprise de Fabrice, avec, Relteam, et c'est ce qu'on appelle, nous, des organismes apparentés. Donc on a une liste d'organismes apparentés qui peuvent vous proposer ce type de prestations. Relteam en fait partie, il y en a d'autres et donc s en fonction de où vous en êtes dans le parcours, ce sera soit avec nous, soit avec, une entreprise, externe. Tout à fait. Je peux ajouter et compléter un tout petit mot là-dessus, comme disait Thomas. Effectivement, nous, notre métier, bah, c'est essentiellement de faire ça et tous les formats sont possibles. On peut avoir des audits, évidemment, à blanc qui sont complets, comme on vient de le dire. Sur tout le référentiel parce qu'on a envie de faire une revue complète. On a aussi des clients qui disent, moi je suis très à l'aise sur ça, ça, ça et ça, je voudrais un audit partiel. Et donc ça, c'est du à la carte, on le fabrique ensemble. Et voilà, ce n'est pas les mêmes objectifs et du coup, ce n'est pas la même durée. Donc le budget est plus accessible. Et on a même de l'audit flash, c'est-à-dire on fait sur un point ou un critère donné, on se met d'accord pour 1 heure d'accompagnement, audit, conseil sur ce point-là précisément pour dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui vous est demandé et se préparer pour que ce soit accessible à tous. Donc, Alors voilà. j'étais en train de chercher l'autre question sur, l'accompagnement. Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Question de Clélia qui demande si, du côté de ICPF, il y a du conseil ou de l'accompagnement que nous assurons. Alors la réponse est non, puisque en tant que certificateur, on ne peut pas vous proposer ce type de prestation, puisqu'on intervient déjà sur l'émission du certificat et l'audit. On ne peut pas vous, aider dans la présentation d'un système qui serait conforme. En tout cas, on est présent avec, des éléments de communication, donc c'est le cas avec ce webinaire. On reste dans notre posture de certificateur, en vous présentant, la démarche, mais on ne peut pas intervenir sur, la conception de votre, ou l'élaboration de votre, de l'audit.
En termes de contact téléphonique, ce que vous pouvez avoir, c'est nos assistants à la certification qui vont vous présenter les grandes lignes de l'audit, expliciter certains critères, mais toujours en se basant sur le référentiel. Et voilà, si vous cherchez du conseil à proprement parler, donc comment je fais si je veux répondre à tel indicateur, il faudra plutôt vous tourner vers, d'autres structures, qui font partie de notre liste d'organismes apparentés. Donc pour cela, vous pourrez la demander, à ICPF, ou alors faire appel à Fabrice qui en fait partie. Nous serons ravis. Appelez-nous. On sera là pour vous aider. C'est notre métier. Alors, on a des questions aussi qui sont un peu plus, larges. Je ne sais pas si tu as une reformulation à faire, Fabrice. J'en ai une du côté de la surveillance. Une personne demande: «Comment je fais pour préparer l'audit de surveillance?» Sur ce comment je prépare l'audit? Très Quels bien. sont les éléments à préparer? En fait, il faut préparer l'audit de surveillance comme tous les audits. Voilà. Il faut déjà, sur la présentation que vous avez sous les yeux, au quatrième point, les indicateurs qui sont cités, le 1, le 4, le 3. Bon, il faut quand même être extrêmement clair sur quels sont les indicateurs sur lesquels je vais être interrogé. Je vais être interrogé, pardon. En être bien sûr, parce que ça conditionne votre périmètre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez entendu, c'est une demi-journée, c'est rapide, donc il faut que ce soit extrêmement clair et il faut que ce soit bien préparé parce que c'est du tac au tac. On a beaucoup de choses à voir en 2 heures et demie, 3 heures. Donc il faut vraiment être bien clair de son périmètre. Donc ça, c'est déjà le prérequis. C'est-à-dire, voilà, savoir, c'est la base, mon plan d'audit, mon auditeur va m'auditer sur 1, 4, 1. Une fois qu'on a fait ça, il faut, deuxièmement, bien regarder son activité de formation, toutes les formations qui ont lieu depuis l'audit euh, initial, pardon, et dire, voilà, les dossiers, bah, il faut qu'ils soient représentatifs des attendus de Calliope. Si j'ai dit que j'avais fait des questionnaires à chaud et à froid, j'ai tous les questionnaires à chaud et à froid. Si j'ai dit que je faisais des QCM pour chaque fin de formation, j'ai des QCM pour toutes mes formations. C'est-à-dire que je revois mes dossiers, je fais une revue complète de mes dossiers en corrélation avec ce que j'ai défini comme organisation dans mon système Calliope. Donc, il faut passer tout au peigne fin. C'est la deuxième étape. Première étape, le périmètre. Je suis bien sûr de ce sur quoi je vais t'auditer. Deuxième étape, je passe tout au peigne fin et j'essaye qu'il y ait 100% de conformité, même si je parle comme un livre quand je vous dis ça, mais je vous ai dit au tout début que j'étais des deux côtés, donc je sais ce que c'est que d'être audité. Je maximise les chances de ne pas avoir de trou dans la raquette. C'est dans ma responsabilité. Et ensuite, j'oublie pas aussi une chose très, très importante qui est souvent oubliée, c'est de relire mon rapport d'audit initial. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit l'auditeur quand il est venu? Sur quoi ça a apporté? Est-ce que j'avais des non-conformités? Est-ce que j'étais nouvel entrant? La question que je vous ai mis un peu sur la table tout à l'heure, c'est vraiment fondamental. Si j'étais nouvel entrant, je ne commence pas à regarder 1, 3, 4 et puis dire celui-là. Non, non, c'est tout le référentiel. Et c'est un jour. Donc, il faut qu'on sache bien où on en est. Voilà. Donc, bon point de repère, c'est je sais bien où j'en suis, j'ai relu mon rapport, je sais dans quelle situation je suis sur quelle base je vais être audité et je prépare mes dossiers qui soient représentatifs de ce que j'ai raconté et de ce que j'ai proposé à l'auditeur à l'audit initial, ou alors, éventuellement, avec une petite refonte, un petit réaménagement ou un réaménagement de certains indicateurs, parce que la vie a fait qu'on n'a pas tout à fait comme on avait vu à l'audit initial, et c'est tout à fait OK dans Calliope de faire évoluer son système. Je rappelle, l'indicateur 32 égale indicateur sur l'amélioration continue de l'organisme. Et autre question, mais qui cette fois-ci s'applique au renouvellement, question posée par Yanis. Comment se déroule exactement le renouvellement avec l'auditeur? Alors, bah, c'est un peu la même chose. L'audit de renouvellement, il se déroule toujours un peu de la même manière. La durée de l'audit de renouvellement, généralement, c'est la même durée que l'audit initial. Donc, vous vous retrouvez dans la même situation. Bah, avec l'auditeur, ça se déroule bien. C'est juste, je dirais, un prisme un peu psychologique qui est différent. C'est quand on est dans l'audit de renouvellement, on est dans un système qui roule depuis 3 ans, puisque c'est le renouvellement. Donc, on a, entre guillemets, une maîtrise Calliope qui est quand même relativement correcte. On sait, on connaît son système, on l'a utilisé, on l'a fait tourner, ce qui n'est pas le cas dans notre audit initial où on est plus dans la découverte un peu de l'audit, ou en tout cas on est plus jeune dans la certification. Dans l'audit de renouvellement, on est dans
dans un mode, j'allais dire, où ça tourne. Donc, bah, on se retrouve dans la même situation. Et comme à l'audit de surveillance, cette fois-ci, on va préparer les dossiers qui se sont déroulés depuis les 18 derniers mois, où là encore, il faut préparer les preuves, vérifier qu'on a bien bordé ces dossiers, que c'est cohérent. Et avec l'auditeur, ce qui va se passer, c'est donc on va faire la petite réunion d'ouverture. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre d'accord sur l'échantillonnage. C'est-à-dire, on va dire parmi toutes les formations que vous avez déclarées au BPF, vous en avez beaucoup, eh bien, on va en choisir ensemble, selon des critères qui sont définis par votre auditeur, deux, trois, selon votre chiffre d'affaires, ça peut être quatre, ça va dépendre de ce que demande ICPF, et on va se mettre d'accord sur des dossiers de formation qui vont nous servir de fil conducteur pour vérifier tous les indicateurs. Et ensuite, on va rentrer dans indicateur 1, site internet, voyons voir, ah, bah, vous avez ce programme-là, bah, quel était le programme de telle formation, et on va dérouler comme ça notre audit. Et donc, ça va se dérouler sur les 32 indicateurs, si c'est le périmètre. Je tiens à apporter une précision tout de même sur la notion d'échantillonnage. Fabrice, quand tu dis se mettre d'accord, je tiens quand même à faire comprendre que ce n'est pas, l'audité qui peut choisir l'échantillon, mais c'est l'auditeur qui va choisir pour le client. Parce qu'en fait, si c'était le client qui choisissait, il pourrait présenter les actions qui l'arrangent. On serait tous tentés de faire la même chose. Je pense que c'est, l'idéal que vous souhaitez viser, mais l'objectif de l'audit, c'est d'avoir une représentation, cohérente de l'ensemble du système qualité et donc l'échantillonnage sert à effectuer une sélection aléatoire de ces actions-là, pour constater que l'échantillon correspond à l'activité globale de l'organisme. Donc c'est aléatoire, c'est l'auditeur qui va, les déterminer, et ça va reposer sur un nombre de formations, pour, déterminer le volume de l'échantillon. Oui, tout à fait, Thomas. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est effectivement l'auditeur qui choisit et qui échange. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire, Mmh. qui échange avec son audité pour bien comprendre ce qui s'est passé depuis 18 mois, en disant voilà comment se sont passées les formations, combien il y en a eu, combien il y en a eu sur tel sujet. Et en fonction de la discussion, qui se fait là pour le coup de manière, j'allais dire, cohérente et constructive, l'auditeur va faire une sélection d'un dossier, de deux dossiers, de trois dossiers, parce que lui, il a repéré dans la discussion les critères. Et c'était en ça que je disais se mettre d'accord, c'était sur le périmètre, mais après, la décision revient à l'auditeur, effectivement, et c'est aléatoire. Donc, c'est pour ça que plusieurs fois dans mon discours que vous avez pu noter, je vous ai dit préparez bien tous les dossiers, Mmh. bordez bien tous les dossiers. Alors pour reprendre sur le sujet de la présentation, on a dans les questions, des cas spécifiques, en termes d'indicateurs. Là, on a le cas de la sous-traitance qui a été, détaillé davantage dans la version 9 du, référentiel. Quels sont ces ajustements et que dit le référentiel par rapport à la situation de sous-traitance? Alors oui, ça, c'est un cas qui est quand même assez récent, ça a 1 an et demi, donc c'est vraiment faire apparaître la logique de la sous-traitance dans le guide de lecture. Parce que, bah, il y a, plusieurs formateurs qui peuvent être en position, principalement de sous-traitants et donc on leur donne accès avec cette nouvelle version à avoir la certification Qualiopi, bien qu'ils soient sous-traitants et non pas, avec un client en direct et donc ça, c'est une possibilité qui a été, offerte, dans la dernière version. Donc là, bah, c'est très important de bien lire le guide de lecture dans la logique que l'on est sous-traitant parce que c'est un fléchage qui est un petit peu particulier. Donc, il y a des aménagements prévus, c'est ce qui est écrit dans le premier point, et des conditions spécifiques. Il y a comme base très solide pour l'auditeur le contrat de sous-traitance qui devient en fait une pièce maîtresse de la conduite de notre audit parce que c'est lui qui définit un petit peu les rôles et les responsabilités que le sous-traitant a. Vous savez tous comme moi que dans plein de cas, le sous-traitant va avoir des missions qui peuvent être très variées, d'un client à l'autre, d'un sous-traitant à l'autre, d'un programme à l'autre. Et donc, tout ça va être défini contractuellement et c'est ça qui va servir de pièce maîtresse d'encadrement de l'audit, le contrat. C'est le deuxième point à gauche. Et ça, bien sûr, effectivement, comme disait Thomas, c'est des conditions qu'il faut absolument avoir mis sur la table
avant l'audit pour que justement on se prépare à comment va fonctionner l'audit et qu'on soit clair sur le statut du sous-traitant. Et en fait, il y a une petite particularité, qu'en tant que sous-traitant et qu'on n'a pas le client, je dirais, en première ligne, puisque c'est notre donneur d'ordre qui l'a, alors Calliope assouplit le référentiel et enlève un critère. C'est le premier. Le critère 1, que vous voyez, les indicateurs 1, 2, 3, qui sont relatifs à tout ce qui est affichage, présentation, communication de notre offre de formation. Lorsque l'on est en position de sous-traitant, finalement, c'est notre donneur d'ordre qui fait ça, ce n'est pas nous. Donc ce critère 1 va tout simplement être enlevé de l'audit. On va passer à 6 critères au lieu de 7. Et du coup, ce que l'on va voir de manière très spécifique, c'est de, comme je disais tout à l'heure, revenir au contrat et bien regarder les petits cadres qui sont tout en haut là, le cadre sous-traitance, qui apparaissent très clairement dans le guide de lecture V9. Ils sont tout en bas de la page. Et là, c'est lorsqu'on est dans la sous-traitance, en fait, ça amène une précision dans cette situation de sous-traitant. Et c'est ça qu'il faut suivre comme, je dirais, logique pour préparer son audit. Voilà. Et il y a des conditions un petit peu spécifiques en tant que sous-traitant qui sont disposées sur les indicateurs que vous avez sous les yeux. Alors, dans la partie question, j'ai le cas de Lauriane qui demande, qui indique déjà, l'audit initial plus surveillance a été réalisé sur des actions de formation pour mon propre organisme et je vais intervenir auprès d'un autre OF. Quel est l'impact de cette prestation dans mon audit? Alors du coup, c'est un tout petit peu différent parce que ce que j'entends, c'est que cet organisme est déjà certifié sur l'ensemble des indicateurs, puisqu'il est certifié pour son propre compte et qu'il y a aussi des actions qui sont sous-traitées euh, par un autre organisme. Donc en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut regarder les aménagements que cela impose, parce que du coup, on est un peu bloqué sur certaines prestations lorsqu'on est en sous-traitance. On ne peut pas tout faire exactement comme on a dans son propre système. Donc, il faut se référer aussi à ce qu'on vient de voir en tant que sous-traitant, le contrat, qui va prendre son sens, puisqu'il y a forcément ça. Et il est probable que lors de l'audit, du fait que vous ayez les deux casquettes, la casquette de organisme de formation qui agit en son propre compte et dans le rôle d'organisme de formation qui vient en sous-traitance d'un donneur d'ordre, il est possible et certainement probable que votre auditeur audite au moins une action de formation des deux côtés pour pouvoir voir le fonctionnement de votre entreprise sur les deux situations. Merci Fabrice pour cette réponse. Donc, on poursuit sur la slide suivante, celle des obligations spécifiques par indicateur. Donc, c'est des éléments qui ont pu être introduits aussi par la V9. Quelles sont les modifications aujourd'hui qu'on a? Donc, il y a surtout trois éléments, donc les formations certifiantes, l'accueil des personnes en situation de handicap et les formations à distance. Tout à fait. Alors effectivement, donc le guide de lecture V9, il est de 2024, de juin 2024 ou de mars 2024. Donc On avait d'ailleurs la question d'un des oui, participants, quelle était la dernière version? Donc, c'est bien la V9. c'est la V9 Oui, on et n'est pas encore sur la V10. exactement. Ce qui est dans les cartons, on le sait, c'est qu'il y a une V10 en préparation. Ça, c'est sûr et certain. On en est persuadé. La question, c'est quand est-ce qu'elle sortira. Ça, on a moins de visibilité, probablement en étant un peu flou, je dirais, les pronostics sont sur plutôt la fin de l'année. En tout cas, il va se passer pas mal de choses, donc attention à votre veille réglementaire, indicateur à 23, parce que là, il y a vraiment énormément de choses en préparation pour changer certaines choses de la certification Calliope. Alors revenons au Dans V9. tous les cas dans tous les cas, lorsque la V10 sera sortie, elle ne sera pas applicable tout de suite. Il y a tout le temps un Il y a toujours délai, la transition, d'entrée en absolument. application, donc Oui, oui. on vous informera dans tous les cas de ces délais. Voilà, les délais généralement de 2, 3 mois de période de transition où on va potentiellement, si notre audit tombe dans cette période-là, pouvoir être audité encore sur la version actuelle ou ancienne et se préparer à la nouvelle. Voilà, mais généralement, les délais ne sont pas énormes, mais heureusement, Thomas a raison, il y a toujours un petit délai pour se retourner. Donc voilà, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un texte de loi, donc c'est un peu différent. Alors revenons sur le V9. Donc les trois grandes spécificités qui peuvent être notées maintenant, c'est un retour très approfondi sur tout ce qui est formation certifiante, RNCP et RS, avec une définition très claire.
Et donc là, il y a un focus très important qui a été mis sur la clarté, et tout va dans ce sens-là d'ailleurs actuellement, la clarté de la présentation de l'offre et donc l'utilisation du libellé exact de la certification de son code. Et donc, il y a vraiment une logique de transparence ou d'alignement entre nos prestations de formation et la certification qu'elles permettent d'obtenir. Donc ça, c'est pour l'indicateur 1 en termes d'affichage, donc des choses supplémentaires à mettre sur le site Internet ou sur le catalogue de formation. Ensuite, évidemment, les objectifs à l'indicateur 5 doivent être en adéquation avec ceux qui sont inscrits sur la fiche RNCP-RS. Ça paraît un peu bête à dire, mais c'est quand même important. Donc, il y a une cohérence et une conformité des objectifs. On croisera les objectifs affichés sur le site Internet et les objectifs sur la fiche RNCP-RS. Ensuite, dans la même logique, le 6 découle du 5, puisque c'est celui d'après, sur les déroulés pédagogiques et tout ce qui est outillage, évidemment, tout doit être aligné et en cohérence avec cette fiche et la certification qu'on trouvera donc sur le site de France Compétences. Voilà, et idem pour les prérequis, indicateur 8, qui sont cohérents avec ceux inscrits sur la fiche. Donc, on a finalement une recherche d'adéquation entre notre proposition de programme et d'outillage de formation et les exigences clairement affichées sur la fiche qui est déposée auprès de France Compétences pour la certification correspondante. Ça, c'est pour le premier point. Donc, c'est vraiment un point qui a été très remis en avant sur le guide de lecture V9. Ensuite, alors ça, c'est un point aussi qui est toujours très important dans Calliope, la bonne prise en compte des personnes en situation de handicap qui se présenteraient pour venir à une de vos formations. Donc, il y a un indicateur qui traite de cela, qui est l'indicateur 26, sur la partie partenariat avec les organismes qui peuvent nous aider à gérer la situation de handicap. Mais en vrai, la gestion de la situation de handicap est distillée un peu partout dans le guide de lecture et on la retrouve notamment donc, au point numéro 4 et au point numéro 6, et notamment, ce qui est assez logique, sur la prise en compte des besoins de compensation qui peuvent apparaître au moment de la prise de connaissance du contexte du client. Bien sûr, c'est là où on doit aller chercher aussi de vérifier s'il est en situation de handicap ou en difficulté quelconque pour l'intégrer dans notre offre et dans notre conception. Et le dernier point, c'est sur la formation à distance. On a un rappel finalement qui est issu de la réglementation, de dire que lorsque l'on fait une formation à distance, et on n'entend pas dans formation à distance que e-learning, on entend aussi classe virtuelle, donc attention, il faut que clairement une assistance technique et pédagogique soit clairement affichée, disponible et portée à la connaissance des stagiaires pour qu'un problème de connexion, une difficulté sur un outil ou quelconque situation embarrassante puisse bénéficier d'une assistance en appelant ou en écrivant un email. Et ça a été mis comme une exigence très spécifique sur l'indicateur 19. Voilà Thomas pour les Merci, utilisations spécifiques. oui, merci Fabrice pour cela. On a également des évolutions d'indicateurs et d'attendus, donc ce ne sont pas des ajouts, plutôt des modifications. Quels sont les indicateurs qui ont été modifiés sur cette version 9? Oui, alors du coup, comme je le disais en tout début de présentation, les évolutions Calliope vont bon train et à chaque fois qu'il y a un nouveau guide de lecture, une évolution, on profite toujours alors il y a des extensions, des nouveautés, mais il y a aussi des précisions. Et il y a aussi des petits lots d'aménagements qui font finalement suite à des retours terrain qu'on fait, nous, que ICPF fait, que vous pouvez faire. Et donc, il y a toujours des petites évolutions là-dessus. En tout cas, il faut bien connaître son guide de lecture V9. C'est vraiment un point fondamental. Donc, il y a un point qui ont bien évolué sur les indicateurs de veille, les indicateurs 23, 24 et 25. Vous vous rappelez, la veille réglementaire, la veille métier, la veille pédagogique et technologique, où là, une absence d'exploitation entraîne une non-conformité mineure. La règle, c'est que la veille doit potentiellement être exploitée pour donner des évolutions de vos programmes, des aménagements, une refonte d'un processus. Donc, l'exploitation de la veille doit se traduire par des preuves. S'il n'y a pas de preuves, il y aura une non-conformité. C'est ça que ça veut dire. L'indicateur 12, lui, il s'est simplifié. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
l'indicateur 12 qui n'était pas forcément facile à mettre en place dans les précédentes versions, il s'est simplifié et maintenant il ne devient applicable que aux formations qui sont supérieures à 2 jours. Donc, il ne s'applique plus aux formations qui sont inférieures ou égales à 2 jours. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que les formations courtes, c'est quand même souvent dans la formation professionnelle. Et donc, on a l'indicateur 12 qui saute dès lors que la formation dure moins de 2 jours. 2 jours ou moins de 2 jours. Ensuite, il y a beaucoup de petites évolutions. C'est pour ça qu'en préambule, je vous disais de bien lire le guide de lecture, parce qu'il y a des petites évolutions qui vont dans le bon sens, des clarifications. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder attentivement le glossaire, comme c'est écrit en fin sur le slide, le glossaire qui est tout à la fin du guide de lecture, page 39 ou 38, et qui est repérable très facilement parce qu'il est repérable dans les exigences par les mots en gras. Quand vous voyez un mot en gras, c'est qu'il y a une définition, et il faut connaître la définition. Ça, je vous invite à vraiment regarder de plus près parce qu'il y a un travail méticuleux qui a été fait par le législateur pour rendre les choses claires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par prérequis? Qu'est-ce qu'on entend par procédure de positionnement? Et là, tous ces mots sont avec un sens précis dans quel qui, et parfois n'est pas le sens commun que l'on peut avoir, par exemple, sur les prérequis. Donc, tout ça, ça a été amélioré, peaufiné et clarifié. Et finalement, pour l'indicateur 30, il y a une assez bonne nouvelle aussi, c'est qu'on avait beaucoup de mal sur la question de j'interroge les parties prenantes. Dans les 4 parties prenantes, il y avait le financeur. On pense généralement à l'OPCO. Et comble du système, serpent qui se mord la queue, l'OPCO n'est pas tellement réceptif à la réponse des questionnaires parce qu'il serait noyé sous les questionnaires. Donc en fait, on devait interroger les OPCO, mais on pouvait pas, enfin, on devait les interroger, mais ils répondaient jamais. Donc ça a été très bien pris en compte par le législateur. Et à ce moment-là, il y a eu une nouveauté, c'est que on peut, pour prouver qu'on a sollicité l'appréciation de notre financeur, on peut le démontrer de plusieurs manières. Et une des manières, c'est de participer à une réunion, un webinaire organisé par notre financeur de rattachement. Voilà, ou des échanges, par exemple, d'emails ou de participation à des réunions quand elles existent, des choses comme ça. Donc, il y a une nouvelle façon un petit peu de montrer que l'on a pris en compte les attentes du financeur dans l'indicateur 30. On a en effet une réaction de l'une des participantes qui souhaitait savoir comment réagir face à cela. Donc, ce que tu viens de Voilà, dire, Fabrice, répond à cette situation. c'est ça. Et c'est tout à fait légitime, parce que c'est assez épineux. Donc on approche, la fin de la présentation, en tout cas sur, le sujet de la surveillance et du renouvellement. On a encore des questions qu'on va traiter au fur et à mesure, il va nous rester, une bonne dizaine de minutes sur ce point-là, quelques slides avant de terminer, donc notamment sur, l'aspect élaboration. Donc c'est une option que j'ai présentée en début de webinaire, notamment sur les options. Donc c'est une option qui vous permet, de pouvoir préparer l'audit en fonction des indicateurs qui vous sont demandés. Donc, ces indicateurs sont identifiés en fonction du périmètre de l'audit, par rapport aux catégories. C'est pour vous, l'occasion de pouvoir segmenter votre travail par, session. Il y a une sauvegarde automatique. Il y a aussi la possibilité de partager cet accès avec d'autres membres de votre organisme, en tout cas si, vous n'êtes pas seul dans la préparation de l'audit et également, la possibilité de retrouver cette option, de s'en servir dans le cadre de l'audit pour présenter, plus simplement à l'auditeur les éléments de preuve et l'argumentation que vous avez préparée. Donc cette option, vous la retrouvez notamment dans les demandes de certification, dans le cadre d'une surveillance ou d'un renouvellement. Et vous avez aussi à côté, une ressource, qu'on vous propose depuis notre site internet. C'est un article qu'on a rédigé, avec, l'une de nos auditrices, Gladys, qui a pu, concevoir à côté un tableau de préparation de l'audit, donc, sur la partie gauche où, vous retrouvez notamment, les indicateurs concernés, par catégorie d'action en fonction de la sous-traitance et aussi si vous avez des actions, certifiantes, notamment sur, le RNCP. J'invite, Paul à pouvoir nous partager, Paul qui est, à mes côtés sur la modération, de vous partager ce lien dans le chat pour que vous puissiez retrouver la documentation et de votre côté, faire appel à l'option élaboration si vous en ressentez le besoin lors de vos demandes d'audit.
En termes de budget, on a vu, cela notamment avec, des participants qui en sont plutôt à l'étape d'audit initial, qui souhaitent s'engager dans la démarche et qui veulent, savoir combien va coûter la certification Qualiopi. Donc cette information, alors je vais aller un peu vite, vous ne la retrouverez pas, directement sur cette slide, en tout cas pas de manière complète puisque on aborde ici simplement la notion, de redevance annuelle. Cette redevance qui vous permet, une fois l'audit initial passé, de maintenir la certification en assurant la planification et la réalisation des audits, surveillance, renouvellement, de manière, calculée automatiquement par rapport à l'activité de l'organisme. Donc ça, c'est le deuxième plan, du coût de la certification Qualiopi. Mais si vous en êtes au début, donc que l'audit initial n'a pas encore été réalisé, la démarche coûte en moyenne 1 200 € pour la réalisation de l'audit, à ce moment-là. Donc vous retrouvez les options, comme j'ai pu vous le présenter, le pass Serenity, le pass Group, pour avoir un pack complet sur des options, dédiées à la planification des audits, mais aussi des interlocuteurs dédiés, chez CPF, comme un chef auditeur qui sera, disponible pour, vous contacter, lors de la revue, des audits et un chargé de planning qui pourra, vous contacter directement pour assurer la planification de la surveillance ou du renouvellement. Alors, j'ai eu, une question plus en lien avec, l'un des passes, en début de présentation que je vais, tenter de retrouver. Alors, je ne l'ai pas encore sous les yeux. Je la reprendrai peut-être un peu plus tard, pour faire le lien avec ça, mais ça me semblait le bon moment pour la prendre. Bon, c'est pas grave. On va passer plutôt à la conclusion et je reviendrai sur cette question, lorsque je l'aurai trouvée. Donc, en conclusion, de ce webinaire sur la thématique, de la surveillance U ou du renouvellement, cette étape commence dès l'obtention, du certificat. Donc on n'est pas seulement sur une étape qui est, celle d'un ou de 2 audits, c'est vraiment dès le lendemain, même le jour même de l'obtention du certificat. Cette date-là constitue pour vous une date importante puisqu'elle vous permettrait de calculer, les planifications et les réalisations des audits pour la suite. Lors de cette étape-là, ce qui est, vu par le certificateur et l'auditeur, c'est une attention particulière à l'utilisation de la marque Qualiopi puisqu'en tant que certifié, c'est un droit, heu auquel vous accédez. Donc, en faisant la liste des supports conformes avec une utilisation qui correspond à la charte graphique, cet élément peut augmenter, la notoriété de votre organisme du fait que, vous pouvez proposer des actions qui sont éligibles au financement et sur lesquelles votre organisme est reconnu comme un acteur de qualité sur les prestations que vous proposez. Le troisième et dernier point, c'est que, la planification des audits s'effectue depuis la plateforme Noé, donc, à partir du 8e mois pour la surveillance et du 25e pour le renouvellement. On va maintenant passer à la partie, des questions et des réponses. Donc avant cela, quelques rappels, notamment sur, l'envoi d'un questionnaire de satisfaction qui sera effectué dans une dizaine de minutes à peu près, donc par email, que Fabrice connaît bien puisqu'il, participe, à de nombreux webinaires ICPF et donc au travers de ce questionnaire, c'est l'occasion pour nous d'évaluer, la qualité du webinaire, mais aussi de vous permettre de retrouver 2 éléments, le support, de la présentation en PDF et le replay, avec une vidéo haute définition pour retrouver tous les éléments. Donc voilà, les rappels étant faits, on va pouvoir repasser aux questions et je vais tenter de retrouver, cette fameuse question que je cherchais, après t'avoir donné la parole, Fabrice, peut-être sur une question. Ouais. Alors, une question qui n'aura pas été traitée de préférence. Alors le changement, c'est peut-être quelque chose qu'on avait déjà traité, le changement du siège social suite au rachat de l'OF, entre parenthèses, changement de département, a-t-il une incidence sur la surveillance? Bah, moi, je suis pas, comment dire? Je suis pas juriste, en droit de la formation, donc voilà, je vais vous dire plutôt ce que j'ai en termes d'expérience là-dessus. Mais un changement de région, étant donné que le NDA est quelque chose qui est donné par la préfecture,
Oui, tout à fait. Oui. S'il y a changement de région, il y Mmh, a changement de NDA vu que c'est ouais, la DRITS qui le la délivre. DRITS, voilà. Et donc, si changement de NDA, c'est un nouveau numéro de NDA, donc il faut recommencer une démarche. Parce que c'est un Calliope par un NDA. Donc, il faut repartir sur un audit initial. Je pense, à vérifier avec la Ouais. DRITS si peut-être. Bon, voilà, c'est à discuter. Il faut passer un petit coup de fil à la DRIT d'accueil en disant voilà, j'arrive, j'ai déjà mon certificat, est-ce que vous pouvez m'aider? Essayer de trouver l'interlocuteur, c'est pas si simple, il fait beaucoup par mail, mais peut-être une petite chance de s'adresser comme ça. Mais de mon point de vue, beaucoup de, je ne mettrai pas forcément beaucoup de réussite sur cette démarche-là, plutôt sur le fait qu'il faille repartir sur un audit initial avec un nouveau certificat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer les NDA vu que vous Oui, ne serez plus rattaché à la même DRITS. Question de Barbara, donc je l'ai retrouvée sur le PASS. Donc elle a la situation suivante. Si mon organisme est suivi par un autre certificateur Calliope que l'une des sociétés du groupe envisage de passer par ICPF, quel est le moment opportun pour réaliser le contrat avec un confrère pour avoir le PASS Group? Alors, il n'y a pas de moment opportun plutôt qu'un autre. Le transfert de certification peut s'effectuer à n'importe quel moment du cycle de certification, soit avant, après la surveillance ou avant, après le renouvellement. Donc, faites-le dès que vous aurez pris la décision de le faire. Et donc, lors de cette demande, on pourra créer le Pass Group et prévoir de rattacher ces entités au sein de la même organisation. Donc, voilà, je vous invite à faire la demande pour commencer sur la plateforme Noé. Euh, Question suivante. Alors, on a plusieurs questions sur les dates de planification et de réalisation. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais je vous invite à prendre comme référence la date d'obtention du certificat et d'ajouter les mois qu'on vous a présentés. Donc, 8e mois, enfin, entre 14e mois et 22e mois pour la surveillance et 25e mois et 36e mois pour le renouvellement. Ce sera, je pense, plus efficace pour que vous obteniez la réponse. Est-ce qu'il y a, Fabrice, des questions que tu souhaites traiter, que tu as vues, qui bon. t'interpellent? Sur le dernier point que tu viens d'évoquer, je peux ajouter une précision par rapport à donc, des situations. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui l'a très clairement écrit et très, je dirais, distinctement alerté sur le fait de ne pas attendre trop les dernières périodes de certification pour se préoccuper de planifier son audit. C'est d'une dangerosité extrême et en fait, on n'a rien à y gagner, tout à y perdre. Donc, il vaut mieux anticiper au maximum. Voilà, ne pas, par exemple, le 22e mois, si on attend le 22e mois pour faire l'audit et qu'on fait l'audit suivant à 33e mois, on va se retrouver à faire 2 audits dans l'année. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Ça fait du travail, ça fait du coup sur coup. Ça veut dire que le système, il a pu dériver pendant quasiment 2 ans. Donc moi, je vous invite à vraiment respecter la période qu'évoquait Thomas. Voilà, être plutôt au début, au milieu qu'à la fin. Parce que si c'est trop tard, en plus, ça peut mettre en péril votre certification. Donc ces dates, il faut mettre un coefficient de correction. Je vous donne le coefficient de correction tout simple, 4 mois. Donc vous faites 36 moins 4 et 22 moins 4. Et là, vous avez à peu près la période sur laquelle il faut se positionner. Ouais. Et ça, c'est très important pour que, voilà. J'ai pas tout vu dans les questions. Alors, on a la question la plus votée, une question Très posée bien. par Virginie. Fabrice, vous parliez d'indicateurs à minima. Cela veut dire que le certificateur peut tout de même nous questionner sur les autres, par exemple le 2 ou le 8. Alors, vous avez bien noté. Et ce que j'ai dit, c'est tout à fait juste. Il y a un peu différentes écoles en fonction des certificateurs sur ce point très précis, c'est-à-dire quel est le périmètre exact qui va être couvert. Quand je vous ai dit à minima, c'est ce que demande le texte de loi, et vous pouvez le retrouver. Le texte de loi demande à minima d'auditer dans la demi-journée les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure avec Thomas. Mais certains certificateurs sont restés sur une logique plus complète qui consisterait à dire que l'ensemble du guide de lecture doit être revu.
C'est pas le sens de l'histoire, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais, pour vous affranchir de ça, parce qu'on ne peut pas traiter tous les cas de manière très précise, pour vous affranchir de ça, il faut être très vigilante avec votre auditeur en disant, je veux mon plan d'audit, quel est le périmètre sur lequel je vais être audité. Voilà, rentrer très vite dans la discussion pour s'affranchir de justement qu'est-ce qu'il y a à préparer. Et effectivement, le à minima laisse penser que l'auditeur pourrait dire bah, c'est à minima, donc moi j'ai envie de voir celui-ci parce que je ne l'avais pas bien vu la première fois, où vous me dites que ça a changé. Et puis on va se retrouver dans une situation où ça peut éventuellement un petit peu déraper. Donc attention, attention. C'est une très bonne question, le périmètre, c'est assez pointu. Une question de Rita, peut-on être audité sur des dossiers hors BPF? Alors, normalement, euh, alors il y a plusieurs réponses possibles, mais en tout cas, le périmètre de Calliope, c'est le périmètre du BPF. Donc, si ce n'est pas dans le BPF, ce n'est pas dans Calliope. Mais l'autre façon de voir les choses, attention, normalement, tout ce qu'on fait en formation, je prends par exemple l'action de formation, est dans le BPF, car on est certifié pour son processus de formation. Comme c'est le processus de formation, c'est censé englober toutes les formations. Il ne peut pas y avoir des formations dites qui rentrent dans Calliope, d'autres qui ne rentrent pas dans Calliope. Donc, je ne veux pas aller dans ce débat-là parce que c'est complexe, mais attention à comment on prépare les dossiers. Normalement, c'est 100% du périmètre puisque c'est le processus de l'entreprise qui est certifié, je rappelle, ce n'est pas des formations, c'est le processus de formation. Donc, toute formation va aller dans le BPF, qu'elle soit financée ou pas. Ça, ce n'est pas la même question. Mais dans tous les cas, normalement, le périmètre, c'est celui-ci. Et le périmètre de Calliope, c'est le périmètre du BPF. Alors, je me demande, si tu as encore quelques minutes devant toi, Fabrice, qu'on avait convenu, Oui, jusqu'à 15h30. On peut prendre encore quelques questions. On a dépassé déjà de 2 minutes, mais on va en prendre, peut-être 2 ou 3 questions supplémentaires. OK. Une question de Alice: peut-on faire l'objet d'une non-conformité si un des critères n'était pas respecté au début, mais a été corrigé au fil des mois? Normalement, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une démarche de certification du processus, mais on est dans une démarche d'amélioration continue. On a le droit de faire évoluer son processus durant la vie de l'entreprise, et j'allais dire heureusement. Et donc, on a pu constater des dérives. Du coup, on a pu constater des dérives de notre premier audit qui a donc été corrigé par un nouveau processus où les dérives ont été corrigées. Et à partir du moment où on a identifié la non-conformité par soi-même sans que l'auditeur la voie et qu'on a mis en place une action d'amélioration, on est vraiment dans la logique de l'amélioration continue. De ce fait-là, je ne vois pas qu'un auditeur puisse dire bah, écoutez, même si vous l'avez vu, même si vous avez corrigé, je mets une non-conformité. Ça me paraîtrait très difficile. En En tout plus, cas, c'est l'intérêt de personnellement, l'audit, voilà, c'est d'identifier l'écart, et donc si l'écart est traité, il y a voilà. pas de Et raison que la non-conformité persiste. exactement. Et du coup, en tout cas, je vous réponds personnellement en tant qu'auditeur. Si je vois quelqu'un qui a détecté une non-conformité dans son système, qui a vu que ça dérivait et qui a corrigé assez en amont, c'est-à-dire pas la veille de l'audit, le système et qui a remis en conformité les dossiers suivants parce qu'il me dit bah oui, mais là j'avais vu que ça marchait pas, mon questionnaire fonctionnait pas, personne ne répondait, donc j'ai rien. Bah, on va tout à fait prendre ça en compte. C'est tout à fait le sens de Caleb. Alors question de Valérie: peut-on avoir plusieurs fois le même auditeur? La réponse est oui, à condition qu'il soit disponible, et donc pour cela, on retombe sur le même sujet de la planification. Donc faites-le, le plus tôt possible si vous souhaitez, voir le même auditeur ou la même auditrice, pour ce faire. Question de Soraya: pour le renouvellement, c'est vous qui revenez vers les personnes ou c'est aux personnes de prendre rendez-vous? Alors c'est à vous, de planifier. En tant qu'organisme certifié, vous êtes responsable de votre démarche, et donc nous pouvons, avoir des actions, vers vous, mais on aura beau vous appeler, 10 fois, vous envoyer 15 mails, si vous ne décidez pas de planifier l'audit, on ne peut pas le faire à votre place. Et le fait d'avoir un webinaire comme celui-ci aujourd'hui est l'occasion d'avoir ce rappel.
Donc, j'espère que, dans votre cas, vous avez bien en tête la date de certification et que vous pouvez, identifier, assez aisément, les prochaines échéances, à savoir quand le planifier et quand le réaliser. Tout à On fait. va prendre une dernière question avant de mettre, un terme à la présentation. Fabrice, est-ce que tu en as identifié une? Alors, je vois qu'il y a encore de nombreuses questions qui sont, ouvertes. On a fait, du mieux que possible pour, respecter le temps et s'organiser sur le traitement. Je te laisse, voir, Oui, cette dernière question, de toute Fabrice. façon, vous me trouverez facilement sur LinkedIn, hein, Fabrice Tirel sur LinkedIn, il y en a qu'un, qui fait du Calliope, en tout cas, il y en a qu'un. Donc vous me trouverez, je suis toujours à votre écoute sur des questions un peu pointues ou rentrer en discussion ou faire un appel de quelques minutes. C'est tout à fait OK, donc n'hésitez pas. Donc là-dessus, je dirais que on ne peut pas traiter effectivement tous les cas particuliers sur un webinaire, c'est assez difficile. Voilà. Euh, euh, je regarde s'il y a des questions qu'on n'aurait pas. En tout cas, pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas à l'instant, sur la date, moi, je vous encourage vraiment à prendre le contrôle de cette date et de vous fixer votre date dans les échéanciers qu'on a évoqués avec la marge de sécurité de 4 mois que vous pouvez, j'espère, vous souvenir, pour vraiment être maître et acteur de votre certification parce qu'on voit trop de démarches qui glissent, des audits préparés à la hâte, donc avec des grands risques de non-conformité. Donc, c'est pas très grave parce qu'on va passer quand même, mais c'est beaucoup de boulot derrière et on n'en sort pas et on patauge et c'est vraiment la galère. Donc, alors que si on anticipe, qu'on prépare, allez, j'allais dire sur 6 mois, tranquillement, en disant, bah voilà, dans 2, 3 mois, j'ai mon audit et puis j'ai un peu de temps pour rectifier, il n'y a aucun souci. Vous êtes vraiment en mode sécurisé et, j'irai acteur vous-même de votre démarche et je vous invite vraiment à être dans cette logique-là. Ça me paraît vraiment la bonne posture. Merci Fabrice pour, ces derniers éléments. Alors je vois une question, qui, plutôt peut faire l'objet d'une ouverture, qu'on avait vue au début sur les démarches complémentaires. Donc question de Julie qui souhaite avoir des informations complémentaires sur la certification pro, donc qui je rappelle est une certification de personne physique, et donc souhaitait avoir des informations sur, comment cela se passe. Alors on est sur, un autre, référentiel que Calliope, donc ce n'est pas une certification qui va, permettre l'accès au financement, c'est vraiment sur une logique, stratégique pour se différencier et la différence avec Calliope, c'est qu'on est sur un audit, documentaire. Vous n'aurez pas, de journée ou de demi-journée avec un auditeur. Vous allez déposer des éléments de preuve, sur, 8 critères, heu pour répondre à la conformité, donc sur la plateforme Noé. L'auditeur va passer, sur le dossier, vous faire un retour, qui va notamment comprendre, des interviews auprès de vos clients pour évaluer, la satisfaction de vos clients sur les prestations que vous présentez. Pourra, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite à prendre rendez-vous avec, notre équipe. D'ailleurs, heu, cet agenda peut être ouvert pour d'autres sujets que la certification pro, hein, sur des projets Calliope par exemple, pour, aller plus loin dans cette démarche. Je vous remercie, tous, toutes et tous d'être restés à la fin. Merci à toi également, Fabrice et merci à Paul sur la partie modération. Vous êtes encore plus de 120 personnes présentes. Merci pour votre, participation active, toutes ces questions, qui ont permis de faire, monter en compétence tout le monde, je pense, sur le sujet de la surveillance et du renouvellement. À bientôt, pour un prochain webinaire. Bonne journée, peut-être bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis ou ceux qui seraient peut-être, au bord de la plage avec, l'ordinateur. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août et à très bientôt, chez ICPF. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.